Alors, donc pour commencer, on va te remercier d'avoir accepté notre invitation, d'être là, chez nous, dans les bureaux, prêt à nous raconter ton histoire. Avant d'entamer notre discussion, donc je vais prendre un moment pour introduire notre conversation, pour parler de toi, et contre toute attente, en tout cas les miennes, ça va pas être si simple. Quand on prépare nos interviews, on cherche plein de choses, on cherche plein d'infos, on essaye de creuser et tout, et tu nous l'as dit, t'aimes pas trop répondre aux questions, et du coup des infos sur toi, il y en a pas tellement. Pourtant, on se connaît depuis très longtemps. Tu as suivi, tu as traité nos chevaux respectifs avec Léa depuis toujours. Et malgré ça, je suis bien incapable de raconter donc, le moindre contour de ton histoire personnelle. Voici les informations que je connais. Donc, tu es ostéopathe équin depuis plus de 20 ans maintenant. Exactement. Tu officies auprès de certains des meilleurs pilotes du moment, Jérôme Guéry, Simon Delestre pour ne citer que. Tu es très proche de la famille Prudent que nous avons eu la chance de recevoir grâce à toi. Et un peu plus tôt cette année dans le podcast, on te croise à Lyon, à Genève, à Wellington, à Tokyo. Mais passé cette carte de visite un peu succincte, on ne sait finalement que très peu de choses à ton propos. On a écumé Google à la recherche d'infos, d'articles, d'interviews. On n'a rien trouvé, ou presque rien. Du coup, je vais simplement te proposer de faire le travail à notre place. Avec plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de sport, de chevaux, de performance. Mais avant tout ça, on va parler de toi. Est-ce que tu peux nous retracer un peu les grandes lignes de ton histoire, d'où tu viens, comment tu as fait pour rencontrer le cheval, qu'est-ce qui t'a amené ensuite à être là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des ostéopathes équins les plus réputés au monde? Eh ben oui, avec plaisir. En fait, je viens d'Annecy, je suis né à Annecy, hein. J'habitais un petit village juste au-dessus d'Annecy dans la montagne. Et puis, je suis venu au cheval parce que beaucoup de problèmes de contact, très timide, du coup, beaucoup de problèmes de contact avec pas mal de monde et tout. Du coup, dirigé vers les chevaux, comme beaucoup de monde du milieu du cheval, à vrai dire. Et puis, trouver mon équilibre dans le milieu du cheval. Je montais vraiment très amateur et j'ai eu quand même la chance que mes parents me laissent aller tout le temps que je voulais au cheval, le dimanche, les vacances, tout le temps. Et puis en parallèle, je faisais mes études, j'ai fait DUG licence maîtrise de biologie à Grenoble. Et en fait, pendant le DUG, c'était l'année où j'ai eu mon premier cheval. Et l'écurie où j'étais, j'ai rencontré une dame qui manipulait les chevaux. À cette époque-là, je l'ai aidé 2-3 fois et de fil en aiguille, elle m'a dit tiens, tu as un bon contact avec les chevaux, faudrait que tu te diriges vers une école, vers quelqu'un qui mette un peu le pied à l'étrier et tout ça. C'est ce que j'ai fait une première formation en même temps que la licence dans l'ostéopathie équine et puis d'un coup, tout s'est déroulé hyper facilement. Vraiment, j'ai rencontré, tout s'est mis en place tout seul. À la fin des études que j'avais faites, directement avec les copains du milieu du cheval, ils m'ont dit tiens, tu peux manipuler mon cheval. Et ça a plu aux gens, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai pu manipuler pas mal de chevaux. C'était super sympa, super chouette. Et en fait, c'est assez fou cette histoire parce que en fait, tout a commencé, je faisais beaucoup en local, beaucoup de chevaux en local et tout. Et grâce à des amis à moi qui habitaient à côté de chez nous, Maud et Philippe Bosson, en fait, ils m'ont proposé d'aller faire leur jument qui était en pension chez la famille Gaspard, qui est aussi super amis, qui sont des super amis, et que je salue bien parce qu'ils sont vraiment, vraiment chouettes. Qui sont dans l'Est, basés dans l'Est. Voilà, à Nancy, enfin à Rosières-aux-Salines, exactement, où j'ai rencontré les Prudents. Justement, grâce au Gaspard, j'ai rencontré les Prudents, et grâce au cavalier des Gaspards, par l'intermédiaire d'un propriétaire, j'ai rencontré Simon Delestre, qui m'a demandé d'aller beaucoup au concours, et ainsi de suite. Du coup, il y a eu tout un déroulement de ce côté-là, en fait, ça s'est vraiment enchaîné comme ça. Et de l'autre côté, par l'intermédiaire d'une amie aussi que j'avais sur Annecy, elle m'a proposé d'aller chez Laurent Guillet faire sa jument, pareil au début. Et Laurent m'a fait rencontrer Hubert Bourdi, et l'aventure était partie aussi de ce côté-là. Donc voilà, et puis tout s'est mis en place au fur et à mesure comme ça, quoi. Donc voilà. J'ai le souvenir de toi, Nico, on en parlait juste avant, venant à la côte, à Neuville-les-Dames. Oui. Et j'ai vraiment le souvenir de toi qui avait posé les mains sur les dos de ma jument. Et je m'étais déjà dit que tu étais un magicien. Car en la touchant, je me rappelle que tu avais vraiment fait une description assez juste d'elle. Mais aussi que tu étais passionné, en tout cas tu semblais vraiment passionné, autant par cette jument qui sautait de la 1,20 m que par, j'imagine, un cheval de très haut niveau.
Est-ce que tu as toujours été animé finalement par cette passion du cheval en tant que tel? Bah oui, exactement, ouais. En fait, c'est vraiment le moment où je suis hyper serein, c'est quand je suis avec les chevaux, que je les touche. Et, voilà, c'est vraiment, c'est vrai que je fais pas du tout de différence entre les chevaux, quels qu'ils soient, hein, de très haut niveau. D'ailleurs, ça m'aide beaucoup parce que si on commence à penser à ce que représentent les chevaux de haut niveau, on peut avoir des vertiges quand même. Donc, et du coup, c'est vrai que pas du tout. C'est vraiment l'animal en premier et du coup, vraiment d'être à leur contact, ça m'aide beaucoup parce que je suis très serein et ça m'équilibre beaucoup. Du coup, voilà. Mais par contre aussi, c'est là où je suis animé, c'est aussi par la passion des gens voilà, que je rencontre. Parce qu'il y a forcément, c'est un peu dans ma complexité, mais déjà rien qu'au téléphone, si le contact passe mal, ça va pas forcément être agréable pour être vraiment libéré pour faire les chevaux. Du coup, bah, voilà, je fais une petite sélection comme ça. Des fois au téléphone, le contact passe mal et du coup, je sais déjà que ça va pas aller. Du coup, je préfère pas aller des fois. Ce qui fait que ça fait partie de mon retard, voilà. Qui est très important dans ma vie. Et par contre, quand j'arrive et que les gens sont passionnés, c'est pareil. Enfin, quand ils ont la passion, c'est tellement agréable de travailler avec eux parce que justement, on est animé par tout ça et c'est vrai que c'est super, quoi. Finalement, tu aimes aussi transmettre aux gens. Ouais, ouais, énormément. Énormément parce que ben, c'est vrai que c'est du ressenti, puis je pense qu'on se dirige tous vers les chevaux parce qu'on est très sensible et puis qu'on a un besoin justement de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de beaucoup échanger et puis de rencontrer des gens, donc c'est chouette. On parlait de la côte un peu plus tôt. La côte, pour moi, c'est les années allez, 2010, mais bien plus tôt que ça, quand tu venais chez mon père et que tu n'étais pas encore immergé dans le monde de haut niveau, etc. Tu étais déjà passionné par ton métier. Tu aurais imaginé que tu allais pouvoir faire ce que tu as fait ensuite, toucher les meilleurs chevaux au monde, toucher des chevaux médaillés, être à leur côté le jour où ils sont médaillés, partir au jeu et tout? Alors jamais, j'aurais jamais imaginé. Moi, en fait, j'ai toujours vu ma vie tout simplement. En fait, comme je viens d'un petit village dans la montagne, je me disais, bah tiens, comme je suis assez proche de la nature, je me disais, bah, j'aurais bien une petite exploitation agricole avec une dizaine de vaches et voilà, faire des chevaux un petit peu en plus. Vraiment, je voyais en tout petit, quoi. C'était vraiment me laisser porter un peu par les événements. Et jamais j'aurais cru, de fil en aiguille comme ça, de me retrouver un jour à Wellington, prendre l'avion pour aller travailler. C'était assez fou, quoi. C'est une histoire de dingue. C'est assez incroyable. J'aurais jamais pensé. Jamais. Au début, là, juste avant, tu nous as parlé donc de Laurent, Guillette, tu nous as parlé de la famille Gaspard, tu nous as parlé d'Hubert, des Prudents, etc. On dit souvent que les rencontres forgent la destinée. Et nous, on en est assez convaincus aussi. Si on devait raccourcir un peu le champ, est-ce que d'après toi, il y a une personne, une rencontre qui a fait que ça t'a permis de gravir des échelons? Oui, bah oui, forcément, c'est vrai que comment j'ai eu tout un début, en fait, j'ai pu atteindre un certain niveau grâce à certaines personnes, mais après, c'est vrai qu'en rencontrant en rencontrant Simon Delestre, il m'a vraiment permis de venir au concours, d'aller avec lui, et là, vraiment, c'est vrai que j'ai pu m'exprimer complètement à ce niveau-là, et c'était assez incroyable, quoi. Tu penses que tu as encore gravi un step à ce moment-là? Exactement, exactement. Ça a été vraiment le début d'une histoire, hein. Vraiment, tout le monde y a participé parce que grâce au Prudent, bah, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Steve Engel, le mari de Margie Engel, aux États-Unis et tout ça, qui m'a permis de rencontrer Eric Lamaze, de pouvoir faire beaucoup aussi avec lui. Donc voilà, mais vraiment le fait d'aller régulièrement au concours et puis de me perfectionner dans mon métier et tout ça, c'est vraiment grâce à la famille Delestre. C'était vraiment à ce moment-là où j'ai passé un vrai cap, ouais, exactement. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier, nous dire un petit peu à quoi ça, pas à quoi ça correspond, mais le rôle de l'ostéopathe? Comment toi tu décrirais ton métier à un non-équitant, par exemple, quelqu'un qui ne pratique pas l'équitation, si tu devais lui expliquer ce que tu fais, ce que tu cherches quand tu manipules un cheval? Alors oui, bah, il y a tout un côté très théorique en fait, où on va rechercher vraiment ce qu'on apprend à l'école, où on recherche justement l'équilibre du cheval, on regarde si la position du cheval, comment il est orienté, on va essayer de revenir à un équilibre
comment dire, plus juste, on va dire. Ça, c'est vraiment la théorie, ce qu'on apprend à l'école et tout. Donc, on a l'équilibre statique, on regarde comment est le cheval dans le box, après on fait une palpation, voir où est-ce qu'il peut avoir mal, on regarde au mouvement, voir un équilibre dynamique. Et après, ben, on va essayer de revenir à un équilibre vraiment assez général, où le cheval doit être bien. Maintenant, moi, mon métier, là, je l'ai vraiment mis à ma main, enfin, de ce que je fais moi tous les jours, où je l'ai vraiment un petit peu customisé, on va dire, et je travaille beaucoup plus sur, c'est vraiment, il y a énormément de ressentis, de bien-être. Des fois, on va plutôt corriger vraiment l'équilibre pour arriver à un équilibre, on va dire, parfait. On travaille vraiment dans l'équilibre du cheval, et justement pour pas trop le... faire un peu. Oui, vas-y, Ok, ça marche. En fait, je reste dans son équilibre à lui. Je ne veux pas créer des déséquilibres trop importants. En fait, je me suis aperçu qu'avec le temps, si on arrivait à lisser justement les petites contrariétés du cheval, on arrivait vraiment à avoir des très bons résultats sans grosse variation de sport, quoi. Donc, voilà. Alors du coup, tu parlais tout à l'heure de statique et de mouvement, et dans le temps, j'ai déjà vu plein d'ostéopathes travailler avec les chevaux, et j'ai déjà vu des ostéopathes qui venaient faire uniquement du statique sur un cheval. Pour toi, c'est indispensable de regarder le cheval qui bouge? Alors, non, c'est pas forcément. Ça apporte beaucoup, en fait. Après, on a quand même un ressenti des fois dans le statique où ça saute aux yeux, enfin aux mains. Et du coup, en fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir l'équilibre dynamique. Des fois, ça aide beaucoup, surtout dans le sport, quand on pousse un petit peu plus loin, il faut quand même avoir, pour peaufiner un petit peu, avoir le petit détail. Au concours, c'est vraiment idéal parce qu'on les voit en mouvement, on les voit monter, on les voit dans le sport, et du coup, ça apporte énormément dans son analyse et ça aide beaucoup pour avoir des résultats, quoi. Pour rester un peu sur le côté un peu technique du métier d'ostéopathe équin, aujourd'hui c'est une profession réglementée, mais qui n'est pas encore reconnue par l'État, si je ne me trompe pas. Elle est reconnue depuis 2017. Ah, ok. Ouais, elle est reconnue depuis 2017. Donc voilà, il y a un examen validant de l'ordre des vétérinaires. Ok, alors du coup ça modifie un petit peu ma question. Mais est-ce que tu penses que par le passé, le fait que ça n'a pas été reconnu tout de suite, ça a pu apporter un peu des dérives au métier? Alors, moi je trouve que le fait que tu sois reconnu, c'était super parce que justement c'était un petit peu la porte ouverte à plein de choses. Et du coup, indéniablement, c'était bien quand même de recentrer un petit peu les fondamentaux. Quelle que soit l'école, hein, parce que moi je vois, j'ai pas eu, enfin, l'école que j'ai faite, elle est loin de ce qui est mis en place maintenant. C'est vraiment l'évolution de mon métier qui a fait que j'ai pu avoir de la réussite et puis du coup de la technique et tout ça. Et c'est bien parce que ça donne une vraie structure de base. Maintenant, ce qui est mis en place, il y a 5 ans d'études avec des vraies connaissances et c'est vraiment très bien mis en place. Donc c'est vraiment idéal, quoi. Et juste pour poursuivre un peu sur cette question, aujourd'hui, je comptais l'aborder un peu plus tard, mais aujourd'hui on voit énormément de métiers comme les masseurs qui se développent, personnes qui font aussi tout ce qui est autour du bien-être du cheval, on peut aussi parler de la communication animale, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces professions-là qui arrivent dans le champ des sports équestres? Est-ce que tu penses que c'est tout très positif et très bien, ou est-ce que tu vois aussi justement certaines dérives? Moi je pense que c'est très bien parce qu'il y a une vraie demande de la part des propriétaires de chevaux ou des gens qui sont proches des chevaux, du bien-être animal. C'est vraiment important en ce moment. Et ça correspond aussi à la notion, je vois dans mon évolution personnelle du travail avant, j'en faisais beaucoup de structurel, hein, avec des manip un petit peu invasives, avec des gros résultats pour faire craquer les chevaux. Et en fait maintenant, moi j'ai beaucoup évolué, je travaille beaucoup sur les chaînes musculaires, sur des points douloureux. En fait, je vais vraiment à l'essentiel sans justement modifier beaucoup l'équilibre du cheval en profondeur, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, rester vraiment dans l'équilibre du cheval. Et il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de ça, sur on va dire
des techniques un petit peu plus douces. Et ces gens-là se dirigent beaucoup plus vers le massage, vers le shiatsu, vraiment vers des techniques qui sont un peu moins invasives, mais qui relaxent beaucoup les chevaux, et ça apporte beaucoup. Les chevaux sont très décontractés, c'est quand même très bien, parce que je trouve que c'est super, parce qu'il y a énormément de demandes, du coup, ça veut dire que les gens prennent soin de leurs chevaux. Hein, par rapport au cheval et au bien-être du cheval, c'est vraiment important parce que du coup, il est très accompagné. Et c'est vraiment des techniques très soft, on va dire. Et c'est vrai que ça correspond. C'est un état d'esprit des gens. Maintenant, je trouve qu'il y a. Enfin, c'est ma vision des choses, comme j'ai vu évoluer un petit peu. Les gens aiment beaucoup quand il y a des massages, prendre soin de leurs chevaux et tout ça. Et c'est super parce que du coup, il y a de monde, il y a des gens qui sont là. Donc c'est bien. Quand on pense à la santé humaine et qu'on regarde un petit peu l'évolution notamment des soins kinés, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter, ça a énormément évolué. Tout ce qui était à l'époque, je veux dire, un kiné c'était quelqu'un qui nous faisait des massages, maintenant un kiné c'est quelqu'un qui va nous donner les poids et qui va nous faire du renfort. Est-ce que tu fais le même constat, toi, dans les soins et le bien-être équin, où on s'inspire aussi en fait de l'étude, de la recherche et de l'évolution de la santé humaine pour faire évoluer nos connaissances et du coup nos pratiques en termes de soins sur les chevaux? Alors, ouais, je ne saurais pas dire si c'est tiré directement de l'humain. Par contre, il y a une vraie recherche d'amélioration, enfin justement, et du bien-être et de la santé du cheval. Ça, c'est vrai que ça a énormément évolué, que ce soit depuis, c'est tout bête, hein, déjà depuis l'alimentation, hein, ça fait un peu comme nous, hein, c'est que ça fait le tour du circuit, l'alimentation, les sols, enfin tout a évolué pour le bien-être du cheval et puis justement le protéger le plus possible, quoi, qu'il se fasse le moins mal possible et tout. Donc ça a vraiment évolué. Et justement, dans dans l'équitation aussi, ça a beaucoup changé. Hein, on est vraiment dans la recherche justement de la musculation, de la détente. Enfin, tout a vraiment beaucoup évolué, quoi. Et alors pour faire c'est clair? Si, Non, c'est clair, c'est très clair, c'est très clair. Justement, pour faire un peu un parallèle avec un épisode qu'on a enregistré tout récemment avec le docteur Denoy, vétérinaire fondateur du CIRAL, lui nous indiquait qu'on observait une augmentation de la fréquence de certaines pathologies, notamment tendineuses. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors qu'on penserait que justement il y a de plus en plus de soins, de plus en plus de personnes qui gravitent autour du bien-être animal, qu'on a de plus en plus de moyens, de machines, etc. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'il y a de plus en plus aussi de pathologies sévères qui touchent les chevaux, et les chevaux de haut niveau? Alors, c'est pareil, c'est ma vision que j'ai moi, hein, c'est des questions que je me suis pas mal posées pour essayer de trouver des solutions et puis aussi de comprendre comment on pouvait en arriver là. Je pense qu'il y a plusieurs tableaux qui ont évolué dans le milieu du cheval. La génétique, beaucoup, le fait que les chevaux, maintenant, ils doivent aller très vite. Ils doivent sauter quand même assez haut en étant très alerte, hein, pour éviter de faire tomber les barres. Dès qu'ils sont en réception, ils doivent tourner très vite pour aller le plus vite possible, justement. Et du coup, c'est des chevaux qui ont énormément de sang, qui sont justement très disponibles. Et je pense que dans la génétique, on a aussi, en sélectionnant un petit peu le gène sportif, c'est toujours un petit peu, hein, les bases de la génétique comme ça, on a peut-être la santé est un peu moins rustique, donc les chevaux sont plus fins, sont plus, on va pas dire fragiles, mais forcément, comme ils sont plus sensibles, on a plus un peu plus vulnérable. Un peu plus vulnérable, exactement. Donc du coup, on a déjà le point de vue génétique, et puis après, dans la performance, c'est vrai que maintenant, les parcours ont changé, hein. Avant, c'était beaucoup, le rythme de galop était un peu plus lent, maintenant il est beaucoup plus rapide. En tous les cas, dans l'obstacle, le temps, c'est vraiment aussi un obstacle, hein, donc il faut que les chevaux aillent plus vite. Et je pense que ça sollicite un petit peu plus les chevaux, et du coup on se retrouve avec des pathologies. Donc voilà. J'ai lu sur Grand Prix Magazine un article avec un titre accrocheur, qui était celui-là: Observons-nous correctement et suffisamment nos chevaux? J'aimerais bien que tu répondes à cette question. Je pense que c'est de plus en plus. En fait, rétrospectivement, hein, au-delà du fait de mon métier et tout ça, quand j'ai commencé à monter à cheval, on n'avait pas du tout le même regard qu'on a maintenant, du côté club, amateur et tout ça. On ne prenait pas soin des chevaux comme on en prend maintenant. C'est-à-dire que moi j'ai commencé, ils étaient en stall.
Maintenant, tout le monde est en box, et les box sont de plus en plus grandes, des box terrasses. Donc, forcément, le regard sur les animaux change. Et je pense qu'on est aussi, on nous éduque aussi à regarder un peu plus les chevaux. Parce qu'avant, il y avait, des fois par ignorance, mais c'était des questions qu'on ne s'était jamais posées, de savoir jusqu'à quel point le cheval pouvait être bien. Et maintenant, c'est important. Enfin, ça fait partie aussi du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment notre regard. Et du coup, je pense que vraiment, ça s'est vraiment affûté. Le regard sur les chevaux, les gens sont beaucoup plus proches des chevaux qu'avant. Enfin, ouais, ça se sent vraiment, je trouve. Et tu penses qu'on peut aller encore plus loin, toi qui as vu l'évolution en termes de bien-être pour le cheval, de chevaux qui étaient en stall avec peu de sorties au paddock, etc., à maintenant, est-ce que tu penses qu'on peut encore aller plus loin? Et surtout, est-ce que tu penses qu'on devrait encore aller plus loin sur certains points? Il y a oui, on peut encore aller un petit peu plus loin. Hein. Le fait qu'il soit beaucoup plus dehors à marcher, indéniablement, c'est salvateur pour les chevaux, au point de vue des boiteries, au point de vue digestif, au point de vue plein de choses, hein, même pour leur bien-être mental et tout ça. Donc, peut-être qu'on aura une évolution des écuries où vraiment les chevaux seront en plein air au maximum de temps, hein, peut-être. Voilà. Après, il faut de la place, c'est toujours pareil. C'est toujours un petit peu la balance, c'est-à-dire qu'on essaye de faire bien pour qu'ils aillent dehors et tout ça, et puis à la fois ils sont aussi capables de plus se blesser à ce moment-là, ils sont plus vulnérables, donc il y a toujours un bon équilibre à trouver, donc c'est très difficile. C'est vraiment par rapport au sport de haut niveau, par rapport à tout ça, il y a des gens qui font vraiment le choix de les mettre dehors, qu'ils aillent au parc, vivre au parc et tout ça, puis d'autres qui préfèrent vraiment les garder à l'intérieur. Voilà. Mais je pense qu'on va évoluer vraiment dans vraiment de remettre le cheval un petit peu dans son environnement naturel, quoi. Je pense que ça va évoluer là. Justement, toi, qu'est-ce que tu leur réponds, si ça t'arrive en tout cas, à ces cavaliers de haut niveau qui ont peur de mettre leurs chevaux au paddock, sans jugement aucun, hein, parce qu'on parle de chevaux d'une valeur énorme, etc. Mais on sait aussi les bienfaits que ça a sur eux en termes de morale, en termes de physique. Toi, tu es plus pour, plus contre. On sait aujourd'hui que les écuries en Suisse obligent maintenant à avoir des sorties au paddock. Qu'est-ce que tu en penses? D'un point de vue complètement personnel et au-delà du travail, je suis plutôt pour, parce que le cheval est vraiment, on voit vraiment un gros changement par rapport à son bien-être et puis à son équilibre mental, donc ça vraiment indéniablement, je suis assez pour. Après, dans les écuries où c'est pas possible, le travail qui est réalisé sur les chevaux au niveau est vraiment très juste au niveau musculaire. Ils sont aussi très accompagnés puisque les grooms font un travail formidable et ils les sortent le nombre de fois il faut les sortir, donc il y a énormément de marche en main, ils vont les faire rôter, ils prennent soin d'eux. Ils sont encore peut-être plus proches du coup de leurs animaux. Du coup, ça c'est voilà, c'est vraiment compensé, par l'humain, quoi. En fait, quand c'est pas possible de les sortir ou qu'il y a un peu d'appréhension de les mettre au paddock, il y a une telle prise en charge par les grooms que les chevaux, ils sont vraiment accompagnés, quoi. C'est vraiment impressionnant. Toi, tu es à leur côté, quand je dis à leur côté, aux côtés des cavaliers de haut niveau, au concours, à la maison, tu les connais, tu les côtoies, tu réponds à leurs interrogations. Tu sens, on entend souvent de la part du grand public, beaucoup sur les réseaux sociaux, que ces cavaliers-là peuvent souvent prendre des chevaux, tu sais, comme des outils, etc. etc. Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Est-ce que toi, tu ressens justement que le haut niveau cherche le bien-être de son cheval, que c'est une problématique constante quand même, ou est-ce que tu penses que pour l'instant, le cheval est encore vraiment un outil sportif? Non, alors ce que je suis en tous les cas, hein, parce que je ne pourrais pas parler des autres, mais non, ils sont toujours à la recherche du bien-être. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de leur vie, hein, puisqu'ils ils sont vraiment proches de leurs chevaux. Et c'est vraiment le cheval en premier. C'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup, mais dans leur manière de faire, leur manière d'appréhender les chevaux, leurs inquiétudes, le fait de faire appel à justement masseur, ostéo, tout ça, c'est déjà une démarche aussi où ils prennent soin de leurs chevaux. Et vraiment, ils aiment beaucoup leurs chevaux, ils en prennent vraiment soin. Donc ça, c'est vrai que ouais, j'ai eu la chance de travailler avec ces gens-là en tous les cas, mais ils n'ont jamais fait prendre de risques à leurs chevaux. C'est très bien géré. Et justement, donc on le disait un peu au début de l'interview, tu travailles aux côtés de très très bons cavaliers. On parlait de Simon évidemment, on parle aussi des Macaulay, tu étais chez
le jour où j'ai préparé l'interview, donc c'était il y a quelques semaines. Tu étais chez Julien Gonin le matin même, là tu étais chez Marie Pellegrin, etc. etc. Est-ce que tu pourrais nous parler à la fois de cette relation de confiance que tu as créée avec eux et peut-être, toi qui les vois beaucoup évoluer, qui les vois travailler au concours, etc., nous dire ce qui fait que d'après toi, ces cavaliers de très très haut niveau ont ce talent que finalement les autres n'ont pas. Alors, c'est juste pour deux questions. Il y a deux questions complètement différentes. Non, mais pas de souci. Non, mais peut-être déjà nous parler de comment est-ce que tu travailles avec eux et comment est-ce que tu as créé une relation de confiance et après comment tu les vois. En fait, la relation de confiance, elle s'est fait beaucoup au concours parce que c'est vrai que je vais beaucoup au concours pour accompagner les chevaux, hein, vraiment pour leur bien-être. Et du coup, de fil en aiguille, c'est un peu du bouche à oreille, ou de dépannage sur les concours, de rendre service, et justement parce qu'il y a des chevaux qui ne sont pas forcément très bien le jour-là et tout ça, et on a créé un climat de confiance, puis voilà, on travaille ensemble. Même si j'ai du retard, c'est vrai qu'il me faut quand même confiance. Ils le savent. Oui, exactement. Et après, la deuxième question, c'était... Attends, je vais surfer sur ça. Vas-y. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus en détail comment vous fonctionnez en fait? Vous vous appelez souvent, vous vous écrivez, ils t'envoient des vidéos, toi tu regardes les parcours, combien de fois tu y vas? Enfin, concrètement, comment ça se passe la collaboration avec un cavalier comme Simon, un cavalier comme Jérôme qui est peut-être un peu plus loin, mais comme Marc Macaulay, etc. Alors oui, c'est en fait la collaboration, c'est vraiment à la carte. Enfin, c'est vraiment assez personnel. Par exemple, Jérôme, on se voit qu'au concours ou sur les grands événements, et quand il a besoin. Des fois, il n'a pas besoin de moi, il ne me demande pas. C'est vraiment, on se voit au concours et puis voilà. Simon, c'est vrai que j'y vais assez souvent, assez régulièrement, parce qu'on a pris l'habitude de faire les chevaux, on les connaît bien. Et, du coup, voilà, j'y vais assez régulièrement et je les suis en plus sur le terrain de concours. Marc et Charlotte Macaulay, c'est vrai que c'est pareil, c'est à proximité, donc c'est pas très loin, et puis du coup c'est assez facile de m'y rendre très souvent. Après c'est un petit peu, c'est eux qui me téléphonent quand ils ont besoin. Des fois je dis tiens, il faut que je passe plus régulièrement pour certains chevaux. Bon, même si je voudrais des fois, c'est jamais quand je veux, mais il faudrait passer un peu plus souvent. Donc voilà, après c'est un petit peu eux qui me demandent de passer, ça dépend quoi. Le bon rythme, je vois pour les chevaux de haut niveau, c'est pas dépasser 3 semaines. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment un rythme qui est assez bon. Voilà, une fois par mois, c'est devenu très régulier. C'est vrai qu'on est passé sur une grosse évolution, même de manière générale. Hein. Avant, on voyait l'ostéo une fois ou deux dans l'année maximum. Et puis maintenant, c'est une fois par mois, ça devient... ou en fonction, enfin un peu comme le ferrage toutes les 5 semaines, ça devient très régulier même au niveau amateur, et puis de haut niveau toutes les 3 semaines, c'est la fréquence à peu près. Et alors qu'est-ce que ça apporte de plus de checker un cheval toutes les 3 semaines plutôt que tous les 6 mois par exemple? C'est surtout pour prévenir. C'est surtout pour prévenir des pathologies. Des fois on arrive et puis on soupçonne des lésions, donc là c'est très important d'avoir une super équipe et de travailler avec un vétérinaire. Parce que justement on peut faire des référés et dire attention, tiens, j'ai vu ça sur le cheval et peut-être qu'il faut un avis vétérinaire avant qu'il reparte en concours, qu'on fasse pas de bêtises, que le cheval n'aille pas se blesser en fait. Donc c'est surtout pour prévenir. Et puis après on s'est aperçu qu'avec le suivi comme ça le plus régulier possible, on arrivait à lisser complètement les pathologies du cheval. Il n'y avait jamais, on n'avait jamais de gros arrêts du cheval derrière. Vraiment, on avait des petites variations dans l'année. Et en fait, c'est là où les chevaux sont le mieux, parce qu'on n'a pas du tout de pause, reprise. Et voilà, du coup, c'est ce qu'on arrive à mieux gérer. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'orchestre la relation entre le cavalier, le groom, le vétérinaire, l'ostéo, toi? Comment est-ce que vous fonctionnez en équipe? Qui intervient quand, comment? En tout cas, si on prenait par exemple l'exemple soit de Simon, soit des Macaulay. Et en fait, en général, il y a un vétérinaire qui passe assez régulièrement, une fois par semaine, en tous les cas. C'est pas forcément du traitement à chaque fois, mais c'est aussi pour juste voir si tout va bien. Hein, c'est vraiment, voilà, il y a quand même... en général, ça se passe comme ça, il y a toujours un petit œil vétérinaire. Moi, je vais essayer de passer entre tous les 15 jours, 3 semaines, ou de les rejoindre au concours, les accompagner. Donc voilà. On a toujours le retour du cavalier par rapport à ce qu'il ressent sur le cheval.
la communication avec les grooms est hyper importante parce qu'ils sont tellement proches d'eux qu'ils connaissent tout du cheval à ce moment-là, ce qui est bien, pas bien, justement ce qu'eux vont observer, ils nous en parlent et ça va permettre d'avoir un œil dessus, de voir avec le vétérinaire, d'échanger sur ce qu'on a vu. Donc voilà, c'est vraiment tout le staff et dedans il faut bien inclure maréchal ferrant, l'alimentation, enfin c'est vraiment, l'équipe est de plus en plus grosse, hein. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir discuter avec tout le monde, quoi. Il y a une question là qui m'est venue et tu as parlé directement de maréchal ferrant. Alors on rechange de sujet, on passe un peu du coq à l'âne, mais on voit énormément de chevaux déférés, hein, c'est le grand sujet. Si, je pense, hein, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que dans une structure de haut niveau, comme chez Julien Epaillard pour ne citer que lui, les chevaux voient le maréchal aller toutes les semaines, si ce n'est pas 2 fois par semaine, etc. Dans une écurie, quand on est amateur, qu'on veut déférer son cheval, on ne peut pas se permettre d'avoir un cheval déféré, je crois, et d'avoir un maréchal ou un podologue qui passe toutes les 5 semaines comme sur un ferrage classique. Parce que le pied va évoluer beaucoup plus vite. Et au final, en fait, pour les amateurs, c'est donc beaucoup plus risqué, compliqué, que de mettre en place le cheval déféré. Oh non, je pense pas. Je pense que c'est juste de la communication avec son maréchal ferrant. Oui, mais du coup, ça suppose d'avoir quelqu'un qui passe beaucoup plus souvent. Oui, ouais, en général, c'est lui qui va le mettre en place. Donc, s'il est d'accord de jouer le jeu, peut-être au départ, le temps que la corne s'habitue, il y a tout un processus à avoir. Mais c'est vraiment une histoire d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas forcément beaucoup plus contraignant. Il faut juste que le professionnel à ce moment-là joue le jeu, je pense, hein, de passer plus souvent et d'encadrer. Après, ça demande aussi moins de manutention sur un ferrage. Enfin, le fait de déferrer, c'est comme il y a moins de travail de forge, il y a moins de fer. Enfin, voilà, du coup, c'est pas du tout. En termes de temps, je pense, on s'applique pas du tout autant, quoi. Donc voilà, quoi. Mais est-ce que tu crois que d'après toi, je parle surtout, notamment là je vise un peu les amateurs, même amateurs éclairés, hein. Est-ce qu'on est suffisamment informé aussi sur les enjeux qu'il y a de déférer un cheval? Parce que vu que justement c'est la mode, vu que Julien Epaillard a déféré et que ça marche extrêmement bien, et voilà, il y a plein de gens, j'en entends plein, des amateurs qui veulent déférer, mais je ne sais pas s'ils prennent en compte justement le maréchal qui doit passer plus vite, la structure qui le permet ou qui ne le permet pas. Faut pas oublier quand même que j'imagine que c'est Julien Epaillard, il y a beaucoup de tapis, je veux pas non plus m'avancer, mais voilà, est-ce que tu crois que justement on est assez informé là-dessus? Non, on connaît pas toutes les limites, Ouais, donc, aussi. même en étant très proche, donc voilà. Et après, non, je pense pas qu'on soit très informé. Après, c'est compliqué parce que c'est aussi une volonté, c'est pareil, hein, c'est toujours un peu pour le bien-être du cheval, enfin, c'est toujours être proche de son cheval et d'essayer de faire le mieux, en tous les cas pour lui. Donc, c'est des processus, de toute manière, que si on ne met pas en place, on va toujours avoir le regret de ne pas l'avoir fait. Ouais, donc, il y a toujours des essais qui vont être faits. Alors, c'est sûr que c'est un peu à tâtons, parce qu'on n'a pas toutes les infos tout le temps, hein. Je veux dire, c'est assez compliqué. Et même quand on en a beaucoup, on a des limites et on se dit, tiens, non, celui-là a été déféré, bon, ça a été super, ah ouais, mais là, il faut le refaire parce qu'on a autre chose qui apparaît. Donc voilà, il faut savoir réagir très vite, en fait. Surtout, il faut être très objectif et se dire, tiens, il n'est pas bien, est-ce que c'est ça? Voilà, j'attends un peu. Et c'est vrai que quand on a une équipe et puis qu'on est un petit peu accompagné, on est beaucoup plus objectif parce qu'on est aux prémices de se dire, attention, là, il commence à avoir mal au pied, il faut peut-être le referrer, ça lui convient pas trop, perdre l'état, tout ça. Ou au contraire, le ferrage, on va essayer de déferrer parce que là, on n'a plus de solution par rapport à comme il est. Et c'est vrai que c'est une histoire d'équipe. À la fin, c'est vraiment d'être accompagné. C'est vraiment ça, quoi. C'est un petit peu compliqué parce que chacun va apporter sa vision et puis tous ensemble, on aura peut-être un chemin qui est pas mal, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc, quoi. On dit souvent qu'il n'y a rien de mieux, rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de voir des chevaux et de te dire, ah, mais alors lui, vraiment, il est broc. Et après, tu le vois bouger, tu le vois au concours et tu dis, mais incroyable, comment est-ce qu'il est capable, avec les pathologies ou en tout cas avec les tensions, avec tout ce que j'ai ressenti moi, de faire ça? C'est quotidien. C'est tous les jours, je dis plus rien, d'ailleurs je m'avance plus, parce que tous les jours on se dit, tout de suite on a des préjugés, certainement un jugement personnel qui apparaît, on se dit, oh non, celui-là, non, ça, c'est terminé, on peut rien pour lui, puis 2 semaines après il gagne un grand prix. Donc c'est vraiment, en fait je pense qu'il y a beaucoup le mental de l'animal, et justement le fait d'être proche d'eux, c'est un petit peu comme chez nous, c'est vraiment quand on a du mental et qu'on reste vraiment bien focus, on arrive à faire des super trucs, quoi. Et les chevaux c'est pareil,
plus on les accompagne, enfin pour moi, enfin de ce que je vois, plus on les accompagne et plus son propriétaire y croit. Et souvent, il y a des trucs magiques qui se passent, quoi. C'est vraiment, c'est assez fou, mais c'est vraiment comme ça, quoi. Je vais changer de sujet, donc je sais pas si j'ai assez développé, si ça va. Non, bah, je sais moi pas. je trouve ça bien, mais... Si, alors j'avais juste une question en lien. Quand on a enregistré à Lyon avec Patrick Kittel, le cavalier de dressage suédois, il nous disait moi je me fixe une règle, c'est de ne jamais partir du principe qu'un cheval ne sera pas capable de faire. Parce qu'en fait, on ne s'investit pas de la même manière, parce qu'on lui impose nos propres limites, etc. Tu le ressens ça aussi, toi? Ouais, beaucoup. Beaucoup parce que des fois, on va vite justement mettre les chevaux dans une catégorie. Et des fois, ils rencontrent des cavaliers où les chevaux vont se réaliser. Et par le biais de ce cavalier-là, même si ce n'est pas des cavaliers hyper connus, enfin ça peut être vraiment même des amateurs, ça peut être vraiment... mais le cavalier croit en son cheval, le cheval se révèle et on ne sait pas... Voilà, il y a quelque chose qui se passe et le cheval se réalise et d'un coup, paf, il repart dans un circuit complètement autre. Et il a trouvé sa place. Et c'est vrai que si les chevaux n'avaient pas changé de système, ils pourraient assez vite être mis de côté et on n'entend plus jamais parler du cheval, quoi. Alors que des fois, ils ont la chance de rencontrer quelqu'un qui les aime, puis ça roule. C'est assez fou, mais c'est vrai qu'il faut être assez ouvert, je pense, là-dessus, parce que des fois, on va vite à se dire non, celui-là, pas du tout. Je crois pas au cheval et tout ça, et des fois, avec quelqu'un d'autre, il va se réaliser. C'est pas tous les coups, hein, je veux dire, voilà, mais c'est quand même... 3/4 du temps, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a aussi une histoire de couple, quoi. Ouais, une histoire de couple, ouais, exactement. On a pas mal évoqué ce sujet avec des cavaliers de haut niveau qui sont toute la semaine au concours, etc. Alors toi, t'es pas forcément toute la semaine au concours, mais t'es un hyperactif, t'es à droite à gauche, t'es souvent en retard. Comment est-ce que tu fais, Nico, pour gérer et trouver à la fois un équilibre entre ta vie pro, beaucoup de temps, j'imagine, et puis ta vie perso, alors que tu es sans cesse en train de courir un peu entre les écuries de haut niveau? Eh ben, avant, c'est vrai que le retard, j'y suis toujours. Donc, ça, j'ai pas changé. C'est un élevage de lapins. Ouais, exactement. Exactement. En fait, avant, j'allais beaucoup au concours. Je partais du mercredi au dimanche, je rentrais souvent le lundi et tout ça. Puis après, quand j'ai rencontré Marion, c'est vrai qu'on a construit une famille et j'avais toujours dit aux cavaliers de haut niveau, je mettrai un petit peu en parenthèse le concours. En tous les cas, la maison, c'est facile à organiser la semaine. Et du coup, le concours, on mettra un petit peu de côté. Donc, j'ai fait une petite pause pendant 2 ans pour les enfants. Et en fait, comme on est à 2 pour s'occuper des petites, en tous les cas, au point de vue de la famille, c'est super parce que du coup, on se partage vraiment les tâches. Donc, moi, je pars très tôt le matin, j'essaie de rentrer un petit peu plus tôt le soir pour m'occuper des petites. Et je prends mon mercredi pour m'en occuper, et puis le reste du temps, je travaille. Voilà. Puis maintenant, je retourne un petit peu au concours, elles sont un petit peu plus grandes, c'est plus facile, elles peuvent venir avec nous de temps en temps, tout ça. Donc voilà. Et justement, j'ai dit que tu étais un hyperactif. On t'a pas posé cette question-là que moi, j'aime bien poser. Comment est-ce que tu te définirais, Nico? T'es hyperactif, t'es passionné, t'es travailleur. Est-ce que c'est des adjectifs qui te correspondent? Ouais. Alors, travailleur, oui, énormément. Animé, en fait, je suis vraiment animé par un truc. Alors là, j'ai la chance de pouvoir me réaliser dans le haut niveau, mais je pense que je me serais réalisé dans un autre niveau, ce serait pareil. Mais le fait d'avoir pu m'émanciper, c'est vraiment grâce au métier que j'ai fait. Que je fais, c'est vrai que tous les jours, je me réveille et je me dis, c'est assez incroyable, tous ces gens qui me font confiance. Et je sais qu'ils sont quand même très reconnaissants, même s'ils supportent toujours mon retard. J'en reviens toujours au même, mais ils sont toujours reconnaissants. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai pu vraiment me réaliser. Et puis, on a toujours plein de questions qu'on se pose de la vie, de tout. Et puis, en fait, j'ai trouvé pas mal de réponses au contact des gens, en trouvant des gens passionnés, au contact des chevaux. Et du coup, je me suis bien réalisé. Du coup, je suis très animé, ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de beaucoup me reposer parce que je vis dans les étoiles, quoi. C'est vraiment la chance de pouvoir aller voir des chevaux, de faire ce qui me plaît, de faire ce que je veux. Et c'est aussi, des fois, on rigole beaucoup de mon retard et tout ça, mais des fois, je sais que le matin, je me lève et j'ai pas l'énergie pour aller voir certains chevaux. Ça, je l'ai caché assez souvent parce que je sais qu'il y a des chevaux qui sont très particuliers. C'est pas le contact avec les gens parce que ça, c'est assez facile. Par contre, il y a des chevaux qui demandent une certaine énergie et des fois, il y a des matins, c'est pas le bon jour. Et comme je sais que je vais pas être bon jour là, j'y vais pas.
Donc, du coup, je préfère décaler. Bon, malheureusement, c'est toujours le jour même où je décale, au dernier moment. Donc, voilà. Mais voilà, c'est comme. Voilà, c'est vraiment. Ça rejoint un petit peu ça, comme c'est un travail de feeling. Et puis, le fait d'être animé ou pas et de savoir ce qu'on va donner aux chevaux, il y a des jours où on est très disponible, des jours où on n'est pas du tout disponible. Alors, il y a des impératifs. Des fois, on est obligé d'aller à certains rendez-vous quand même ce jour-là. Et du coup, c'est important d'y aller parce que justement, ces jours-là où on est imposé et puis on ne fait pas. Puisque tendance à faire que ce que je veux, du coup c'est bien parce que ça permet de se recentrer un petit peu, quoi. Je vais essayer j'ai envie de subjectiver un tout petit peu cette conversation. Nous, quand on a créé le podcast, on avait vraiment envie de pouvoir montrer aux gens que peu importe en fait notre parcours, ce qu'on a fait, etc., on peut trouver une manière de trouver, pas notre raison d'être, mais un petit peu quand même, de trouver un endroit où on se sent vraiment bien. Évidemment, pour nous et pour tous les cavaliers, souvent c'est de mettre sa passion au cœur du truc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie d'inspirer aussi? Le fait que quand on a trouvé l'endroit où on doit être, notre profession, notre milieu, notre entourage, etc., c'est ça que tu veux montrer aussi, c'est que tu es vraiment au bon endroit. Et c'est ça que tu appelles animé en fait, c'est que le matin tu te lèves et tu sais exactement pourquoi tu es là et pourquoi tu te lèves. Exactement, ouais. Mais ça, c'est une vraie chance et ce serait tellement génial justement que tout le monde puisse réaliser ça parce que ça apporte, c'est vraiment, c'est un peu indescriptible comme sentiment parce que voilà, c'est assez personnel en fait, mais c'est vrai que ouais, il y a pas mal de fois j'ai envie de dire, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie et surtout c'est qu'on a des phases dans la vie, c'est-à-dire que c'est drôle parce que il y a des moments donnés où je me suis dit, j'aurais pas de famille, puis maintenant j'en ai une, et puis enfin voilà, donc en fait il y a des moments de vie où on est persuadé que quelque chose est terminé, et en fait on ne sait pas pourquoi tout par un coup les astres s'alignent, et puis tout s'ouvre, et on se réalise dans autre chose, enfin ou dans son métier, et c'est assez extraordinaire, et en fait on ne connaît jamais, il y a une dynamique de temps. Ouais, on ne peut jamais dire quand ça arrive. C'est un petit peu incroyable, mais il ne faut jamais perdre espoir parce qu'il y a des fois où je me suis dit, là c'est fini, hop, tout va s'arrêter, puis au contraire c'est le début de tout. Et du coup, c'est vrai que des fois, d'être au plus bas, on se retrouve propulsé carrément autre part et on se réalise, c'est assez fou. Ouais. En fait, j'ai été beaucoup inspiré, c'est Roger Federer, ça m'a beaucoup inspiré parce qu'avec l'âge qu'il avait, à un moment donné, il est retourné numéro 1 mondial, il s'est remotivé, il a retrouvé du mental, du physique, de la technique, parce que, voilà. Et ça m'a énormément inspiré et motivé, parce que je me suis dit, c'est quand même assez fou d'arriver à se reconcentrer et à retrouver du mental pour se réaliser. Et je trouve que c'est chouette parce qu'il y est arrivé, et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, tiens, parce qu'à un moment donné, on fait le tour du monde, on voit plein de chevaux, et puis on se dit, tiens, j'ai réalisé quelque chose, et on se dit, est-ce que c'est possible d'aller plus loin? Des fois, je sais pas trop, et puis d'un coup, on arrive encore à aller plus loin, puis à vivre d'autres choses, avec une autre énergie, et chaque jour est un peu différent, du coup ouais, je pense, enfin j'espère pouvoir inspirer les gens, je sais pas si c'est possible ou pas, donc voilà, mais en tous les cas, tout est possible dans la vie, ouais, ça c'est vrai. Et puis il y a beaucoup aussi une histoire de rencontre, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire en face de nous. Il y a des gens dans les deux sens qui vont nous apporter énormément de choses, et puis on va partir dans un cercle vertueux, et puis des fois dans des cercles vicieux. On ne sait jamais à qui on a affaire. Et du coup, on a assez vite un préjugé dans les rencontres, et je me suis aperçu que des fois, laisser faire les choses et puis d'attendre un petit peu pour voir, on rencontrait des super personnes et qui nous apportaient énormément. Mais des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des comportements de vie, c'est une réflexion sur la vie, c'est vraiment, c'est tout bête, mais des fois, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans le reste, quoi. C'est fou. Je pense que c'est une super bonne conclusion. Ah non, attends, mais voilà. Sauf que j'ai pas envie de finir en plus, tu as un peu bouclé la boucle. On avait commencé en parlant des rencontres qui t'avaient aidé à passer des étapes. Et moi, j'ai une question. Si tu nous invitais à aller rencontrer une autre personne dans notre podcast, laquelle est-ce que ce serait ? Fais attention parce qu'on a déjà interviewé 83 et quelques personnalités. Ouais, 90 avec ceux qu'on a enregistrés. Voilà. On en a bien fait beaucoup. Hein. Ouais, connu ou moins connu. C'est une bonne question. Henri et Katie, c'est fait. Ouais. Non, c'est sûr.
Bon, J'ai besoin d'un petit peu de temps pour Ok. réfléchir. Je vous Tu donne nous la réponse à enverras la fin de la, Ok. ouais, Ah, ouais, tu à la nous fin de la enverras. à vous. Ouais. Et alors, moi, c'est un peu égoïste, hein, mais je pense que Léa, tu vas me rejoindre aussi dans cette histoire. L'année dernière, il y a eu Tokyo. Tu étais à Tokyo. On a Alors, non, enregistré. je ne suis pas allé à Tokyo. T'es pas allé à Tokyo Les cavaliers Les sont cavaliers allés. que t'as- Moi, je suis pas allé. L'année dernière, il y a eu Tokyo avec certains des cavaliers et des chevaux que tu suivais, dont un. Nous, on avait eu la chance de rencontrer Jérôme Guéry juste avant qu'il parte. On a regardé très attentivement les épreuves. On a rêvé devant les parcours de quel homme qui, j'en sais rien, il est au-dessus du lot, il est singulier, il est unique. Sur l'épreuve, c'était absolument incroyable. Toi qui l'as côtoyé, toi qui l'avais soigné, géré avant qu'il parte et tout, comment tu le perçois ce cheval-là et comment tu as perçu, comment tu as vécu ces parcours à Tokyo où on a l'impression qu'il y avait un peu lui et les autres quand même si in fine c'est pas le cheval qui a gagné et qu'il y a eu les Suédois qui ont été incroyables, mais en termes de puissance, il était vraiment au-dessus du lot. Ben, en fait, c'est assez fou parce que vraiment avec Jérôme, on a une équipe comme ça. Du coup, moi, c'est vraiment au concours où je le vois. Du coup, j'ai une vision assez réduite. C'est pas tout sur tous les concours. Pour Tokyo, je l'avais vu peut-être une fois ou deux avant sur des épreuves et tout ça. Par contre, ce qui est très marquant chez le cheval, c'est que ce qui est assez fou, c'est il est assez incroyable parce qu'il est d'une gentillesse extrême. Il est tellement facile, tellement gentil comme ça au box dans l'approche. Il est tellement il est très fédérateur, c'est drôle, il a une sorte d'aura comme ça où il est bien aimé un petit peu de tout le monde. C'est vrai qu'il y a dans la gestion au quotidien, il a l'air assez facile et tout ça. Ça c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué chez lui. Après, ce qui est incroyable, c'est justement sa façon d'être dans le saut, où il est quand même juste incroyable. C'est vrai qu'il a une façon de sauter qui est exceptionnelle. Et après, c'est un tout petit peu biaisé quand je les vois en compète, parce que quand je me suis occupé d'un cheval, je sais pas, j'ai l'impression d'une partie de moi qui est dans le truc, et on vit tellement fort le sport à ce moment-là que on vibre tellement, c'est même des fois presque limite insupportable, tellement on se dit pourvu que ça aille jusqu'au bout très bien, quoi. C'est vraiment palpitant, quoi. Du coup, attends, ta question c'était exactement... Du coup, Tokyo, comment tu as vécu ces parcours jusqu'à son stop qui était inattendu et tout, c'était fou. Bah ouais, en fait c'est ça, c'est qu'on palpite, c'est vraiment tellement palpitant et vraiment on vit le truc, c'est presque un petit peu maladif, enfin, c'est un peu particulier le sentiment que ce soit pour quel homme, pour les autres chevaux. C'est vrai qu'une fois que je prends en charge un cheval, bah, je vis le truc à fond et je me dis oui, c'est pas possible, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, quoi. Peut-être aussi pour terminer, est-ce que finalement aujourd'hui où tu en es, est-ce que tu peux dire que tu as réussi? Et quelle est d'après toi finalement la définition de la réussite? Alors, parce que c'est ça très c'est une super question, ouais, c'est très J'adore cette personnel. Ouais, j'ai réussi parce que c'est très égoïste. Je pensais pas que c'était quelque chose qui soit une caractéristique, mais à la fin, je me suis aperçu que c'était quand même un petit peu indispensable. C'est que j'ai pu vraiment répondre à pas mal de questions personnelles que j'avais. En fait, j'ai pu trouver ma place. Et du coup, là, j'ai eu la chance que ce soit dans le haut niveau, mais c'est vraiment au niveau personnel, comme je me suis un peu réalisé, un peu émancipé. Du coup, ouais, pour moi, c'est une réussite. Et j'ai la chance, encore une fois, que ce soit une partie de moi qui fasse tout ça. Mais c'est vrai que c'est d'avoir apporté des réponses et tout. Je trouve que ouais, ça, c'était une sacrée réussite. Ouais. Trop chouette. Bon, ouais, merci Nico. Bah de rien. Toujours pas d'idée d'invité Euh... Parce que tu as quand même cité Eric Lamaze et j'attendais de faire un petit appel. C'est un peu compliqué, vrai, mais... Forcément qu'un invité, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Ça m'a permis... J'ai eu la chance de faire Exted et du coup, c'est pareil, ça a été... C'est fabuleux. C'est quand même ces chevaux qui sortent de l'ordinaire et ces cavaliers qui sortent de l'ordinaire. C'est tellement... c'est incroyable, quoi. On peut lancer un appel à nos auditeurs. Mettez en story que vous attendez Eric Lamaze dans le podcast Ayman et Christiane. Taguez-nous et taguez-le. Bah c'est vrai, ceci dit, tout ça mis à part, avec tout ce qu'il a vécu et toujours d'être là, c'est quand même assez fou, quoi. C'est quand même assez fou. Merci beaucoup, Nico. Bah, merci à vous surtout. Merci Nico. À bientôt. À bientôt.
Ça allait? Ouais, trop bien, Ouais, ça t'a Trop plu? bien. C'est vrai? Ouais, 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 carrément. c'était trop Bah, il y a des cool. fois, j'aurais aimé changer, toi, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais T'aurais c'est aimé bien. dire plus de choses Ouais, ou plus le sens de ce que, toi, de ce que je pouvais ressentir. Ok. Bon, mais c'est bien d'exprimer comme ça. Donc, ouais. Ouais, c'est dur. Ouais, mais c'est dur, mais non, mais moi j'ai bien aimé. Ouais, moi j'ai adoré. Ouais, Ouais, j'ai c'est trouvé trop ça bien. vraiment Trop cool. Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est la chance que j'ai parce que c'est tous les jours, c'est ça. C'est que, ben, après, on est plein d'angoisse, hein, je dis pas, hein, des fois, je me fais tellement de soucis pour des chevaux que je suis en me disant, si on va trouver une solution ou le truc et tout ça. Mais c'est vraiment d'avoir, de m'être réalisé. Ça, c'est vraiment fou. Mais c'est fou, Olivier, il était vraiment participé. Un des acteurs qui a énormément participé à un moment donné, parce que ce qui est assez fou, c'est que des fois on se voit pas pendant une année, on se voit, c'est comme si on s'était jamais quitté, et jamais il a jugé le fait que je ne vais pas rappeler, que j'ai pas... Enfin, tu vois, en fait c'est surtout ça, c'est de se dire...